Pascal. Jusqu'à un demi-million. Imaginez, Pascal, les scores qu'on aurait si on mettait du Clapton pendant les pubs. Ah, c'est pour ça, ça vous... Le double. Ça On vous... fait le double. Bah oui, regardez, voilà, regardez. Non, franchement, c'est sympa. Merci à vous qui nous regardez vraiment tous les soirs. Ah, merci beaucoup. Semaine record. Merci au public. Oui, merci au public. Merci à vous. Moi, je trouve que c'est important de vous dire merci. C'est important de dire merci. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je le répète tous les jours. Je trouve que c'est la moindre des choses. Tout ça, c'est grâce à vous. Ah, je vais le dire, tiens, merci. Oui. Ah, Yann a dit merci. Alors, de quoi va-t-on parler? Vous connaissez le principe de l'émission. Attention, on se concentre. Nous débattons de sujets. Quand nous sommes d'accord avec le sujet et la question qui est posée, ça s'allume en... Pas mal. Je me suis trompé. Ah non. Quand nous ne sommes pas d'accord avec la question qui est posée, ça s'allume en... Rouge. Voilà. Le bleu a toujours un peu plus de mal que le rouge. Oui, parce qu'il y a le choix. Oui, il y a le choix, c'est ça. C'est trop compliqué. Alors sur ça. le rouge, Ouais, sur le rouge, il y a moi. Ouais, voilà. Ah, le la rouge, c'est... discrimination vers la couleur rouge. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, pourquoi C'est discrimination? toujours elle qui incarne l'interdit. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est vrai, c'est vrai. On va faire un débat là-dessus. Allez, voilà de au quoi... feu rouge par exemple. Ouais. Ouais, Pourquoi c'est au feu rouge qu'on s'arrête? Ouais, Pourquoi? c'est vrai. C'est une belle couleur, le rouge, Oui, vous c'est une savez. très belle Mais couleur. oui. C'est une très belle couleur. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Insécurité, économie. Faut-il rallumer l'éclairage la nuit dans toutes les villes? C'est ce que va faire la ville d'Orléans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On en parle dès le début de cette émission. Je ne sais pas si on pourrait faire chouchou aujourd'hui. Chouchou, vous vous souvenez, c'est ce qu'a déclaré Gad Elmaleh. Peut-on encore rire de tout? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. C'est sur RTL qu'il a tenu ses propos. Et puis les politiques sont-ils déconnectés de la réalité? Ah, mais j'ai déjà la réponse dans le public, j'entends oui. Dans un entretien au magazine Variety, on parle d'Emmanuel Macron qui a annoncé sa volonté de conserver la série Emily in Paris, à Paris. Il y a eu un petit échange sympathique avec le maire de Rome qui lui a mis un taquet, on va dire des choses comme ça, en disant Êtes-vous sûr, monsieur le président, qu'il n'y a pas des choses plus importantes à traiter aujourd'hui que la série Emily in Paris? On va en parler à la fin de cette émission. Allez, on va commencer avec cette question. Faut-il rallumer l'éclairage la nuit dans toutes les villes de France? Si on se pose cette question, c'est que la ville d'Orléans a décidé de le faire pour lutter contre l'insécurité sur la voie publique. La ville avait pourtant décidé d'éteindre l'éclairage. Vous savez, pour des questions d'économie, d'écologie, éteignons les éclairages publics entre minuit et 5 h du matin. Avec les LED, ça coûte plus rien, de toute façon. Oui, c'est vrai. À la fin de l'année 2022. Voilà. Regardez ce sujet. Donc, c'était dans les grandes gueules sur RMC qu'ils en ont parlé. On en discute juste après. En 2022, il y a l'explosion des prix de l'énergie et donc la ville décide pour réduire la consommation énergétique d'éteindre les éclairages la nuit à Orléans et ça a diminué de 36% la consommation et ça a permis de réduire la facture énergétique de 20%. Donc ça, sur le plan économique, c'est plutôt efficace. Le problème, c'est que ça entraîne des nuisances dans les rues parce qu'elles sont plongées dans l'obscurité et donc il y a un sentiment d'insécurité qui se développe et le maire donc a décidé de rétro-pédaler après avoir échangé avec les riverains parce que on s'est rendu compte que ça encourageait des comportements inacceptables et des incivilités. Alors, peut-être, vous confirmez, est-ce que ça fait débat dans votre ville? Question insécurité, économie, faut-il rallumer l'éclairage la nuit dans toutes les villes? Attention, nous avons voté et... suspense. Nous disons... Alors moi j'ai dit non. Pourquoi? Parce que c'est un peu un coup de gueule. Souvenez-vous de l'affaire des enseignes dans les magasins. On a cassé les pieds aux commerçants en leur demandant d'éteindre leur enseigne la nuit parce que c'était pas bon pour l'écologie, pour la vie nocturne des petits animaux. Donc ils ont été contraints de le faire. Et là on nous dit ah bah non, finalement c'était une bêtise. Voilà. Moi je trouve que tout ça n'est pas très cohérent. Bon. Pierre-Éric. Écoutez, dans un pays normal, quand le maire d'une grande ville comme Orléans dit on a rallumé l'éclairage public, la délinquance a baissé de 82%. Normalement, on arrête le débat là. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre l'éclairage des rues et la délinquance. Mais nous ne sommes pas dans un pays normal. Nous sommes en France, donc nous allons en discuter. Pourquoi la délinquance a-t-elle explosé à Orléans? Pas seulement parce que les lumières étaient éteintes, parce qu'Orléans a servi de dépotoir, mais c'est pas moi qui utilise cette image dépréciative, c'est qu'on a parqué les migrants et les clochards pendant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que comme il fallait transformer, on en parlera tout à l'heure, Paris en série Emily in Paris, on a nettoyé Paris, tous ceux qu'on ne voulait pas voir, on les a envoyés à Orléans. Or, Orléans n'avait absolument pas
les moyens, les infrastructures pour les accueillir. Donc ces gens-là errent dans la rue, erraient dans le noir, et effectivement, quand vous vous promenez, que vous êtes dans une semi-obscurité et que vous voyez des gens un peu bizarres, non seulement ça crée un sentiment d'insécurité, moi ça me fait rire comme expression, mais ça crée de l'insécurité. L'insécurité avait bondi. Ils ont rallumé les lumières et le problème s'est arrangé. Donc en fait, en France, on est tout le temps dans ce combat entre des postures idéologiques et la réalité. Il faudrait arrêter ce déni de réalité, arrêter de sacrifier à l'idéologie. Oui, quand on rallume l'éclairage dans la rue, ça fait baisser la délinquance et surtout, ça rassure les gens. Je voudrais juste, avant de vous entendre, Yann, si vous le permettez... Ça vous intéresse jamais de m'entendre. J'adore vous entendre, c'est ma passion dans la vie. Comme j'ai l'air de Annie Cordy dans la tête... Écoutez ce que dit le maire d'Orléans, parce que c'est assez cohérent avec ce que dit Éric. Depuis un an à peu près, l'État nous a envoyé à peu près 600 migrants et SDF. Et alors on nous a dit à l'époque, vous savez c'est formidable, il y a des centres d'accueil, des SAS, etc. Tout va bien aller, pas du tout. Je dis c'est du pipeau, ça n'existe pas. Donc on a des personnes qui ont débarqué comme ça du jour au lendemain, d'accord ? À peu près 600 en un an. Et pour une bonne partie, on va les retrouver dans la ville parce qu'il n'y a pas de logement, parce qu'il n'y a pas d'accueil, parce qu'il n'y a rien du tout. Donc, résultat des courses, eh bien, j'ai des habitants qui ont peur parce qu'il y a des rixes, il y a des bagarres. Donc, parmi toutes les mesures, il y a le fait de rallumer l'éclairage public la nuit parce que notamment, il y a des femmes qui ont la trouille. Voilà, des femmes qui ont la trouille, je peux le comprendre. Et Yann ? Alors, il se trouve que Serge Groire est un de mes amis. Ah. C'est un excellent maire, je trouve même sans doute le plus grand maire de France. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un républicain, c'est la droite propre. Il n'y a pas besoin de faire du Robert Ménard, contre lequel je n'ai rien personnellement, je répète, pour faire respecter sa commune. Serge Groire est quelqu'un d'extrêmement républicain et pragmatique qui a fait baisser depuis les 30 dernières années, on va dire, la délinquance de manière extraordinaire à Orléans. Orléans était devenue une ville dangereuse. Maintenant, Orléans est devenue non seulement une très belle ville au plan urbain, mais c'est devenu une ville sûre. Vous souvenez-vous qu'il y a quelques années, Serge Groire avait eu le courage politique de légiférer pour qu'un couvre-feu ait lieu à partir d'une certaine heure. Les moins de 16 ans n'avaient plus le droit de se trimballer dans les rues d'Orléans. Là, on l'a mis devant le fait accompli en lui envoyant des gens en errance. On n'a rien évidemment contre ces gens-là, et qui effectivement ont commencé par simplement le nombre à défigurer les rues la nuit. Donc Serge Groire a décidé que les habitants d'Orléans étant sous son mandat en situation de détresse psychologique la nuit, il a fait en sorte que les rues puissent être praticables. Et comme c'est quelqu'un que je connais bien et qu'il n'y a chez lui que du pragmatisme et zéro démagogie, voilà. Il fait avec les moyens du bord face à une situation dont il a hérité de manière malhonnête. Et je crois que lorsqu'on est un bon maire, le choix numéro 1 qu'on doit faire pour ses administrés, c'est celui de la sécurité. Une ville où on n'est pas en sécurité est une ville où on n'est pas en liberté. Vous savez, la liberté et la sécurité, ça va de pair. Si on ne peut pas sortir dans une rue, ça veut dire qu'on n'est pas libre de se promener. Liberté, égalité, fraternité, en fait, n'est valable que si le lot commun de ces trois concepts est lié par la notion de sécurité. La liberté sans la sécurité n'existe pas, l'égalité sans la sécurité n'existe pas, et la fraternité, je n'ose même pas le dire. Non. Votez Yann Moix. Votez Yann Moix. Il a fait un très bon discours. Non, mais c'était brillant. C'est vrai ? Après, de quoi ce discours est-il le nom du simple bon sens ? Excusez-moi, mais à 11h du soir, on n'a pas envie de se balader dans une ville plongée dans le noir et que dans cette obscurité, vous entendiez des bagarres entre bandes rivales, entre marginaux. Ce n'est pas ce que nous souhaitons et ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de pouvoir se balader dans n'importe quelle ville, surtout pour les femmes qui sont particulièrement exposées à 23h ou à 1h du matin sans risquer sa vie ou au moins d'être agressé. J'ajoute que Pascal, pardon Eric, c'est qu'en plus Serge Groire parallèlement a une politique pour les sans-abri qui est tout à fait humaniste. C'est pas quelqu'un qui traite mal les errants, les migrants ou les SDF. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir une politique humaniste avec eux, mais là, il hérite d'un nombre de gens qu'il ne peut pas caser où que ce soit. Il n'y a plus de place. Alors, il a dit que ce maire, donc Serge Groire, votre ami, dit on n'a pas constaté une hausse des agressions liées à l'extinction des feux la nuit. En revanche, ça crée un véritable sentiment d'insécurité. On a interrogé, alors pas nous, mais nos confrères ont interrogé les habitants de la ville d'Orléans. Regardez ce qu'ils en pensent.
En tant que jeune femme, je suis contente que ça revienne parce que c'était effectivement assez glauque. Je pourrais marcher d'un pas un peu plus léger, alors que là, je me presse vraiment pour rentrer. Notre liberté est réduite à rentrer plus tôt. On se sent vraiment pas bien, on est obligé de s'éclairer avec le flash. Donc oui, de la lumière, on se sentirait un petit peu plus en sécurité. Alors vous aviez assez raison. Ça fait l'unanimité, semble-t-il, au sein de la population. Après, c'est des questions de facture d'électricité. Je ne sais pas comment... parce qu'au début, si on a éteint l'éclairage public, c'était pour ça. Pour des questions de facture d'électricité qui explosaient. Ah oui. Donc, on va réduire l'éclairage public. Gouverner, c'est prévoir. Ouais. Ça non, mais si c'est que l'économie, à ce moment-là, il faut tout supprimer. On va faire des économies surtout. Il n'y a qu'à supprimer la police. Là, on va faire des économies. Mais écoutez, on sait très bien quels seront les résultats. Non, écoutez, ça relève du simple bon sens que les rues soient éclairées. On est content quand les rues sont éclairées, tout comme, il faut le dire, moi, sur certaines lignes de métro, je suis content de voir des flics entrer dans la rame de métro. Ça fait des économies de cercueil. En sécurité, et les femmes encore plus. Ouais. Ça fait des économies de cercueil, surtout. Oui, non, mais c'est la vérité. Oui. Oh non, mais il y a des rixes qui dégénèrent, Pascal. Ah, mais bien sûr qu'il y a des rixes qui dégénèrent. On en a parlé, effectivement. Et c'est sûr que la nuit, ça permet... On n'a pas le droit d'avoir peur dans les rues d'une ville comme Orléans à la nuit tombée. Enfin, on n'est plus au Moyen-Âge. Oui. Et je pense que pour les cambriolages aussi, ça doit aider effectivement à réduire le nombre de cambriolages parce que les malfaiteurs ne peuvent pas évoluer comme ils le veulent au sein de la ville. Je vais défendre encore mon ami Serge Grouard, c'est que en fait la volonté politique ça existe. Quand on veut faire quelque chose, on peut. Quand j'entends dire que la France est foutue, que c'est terminé, c'est pas tout à fait juste. C'est terminé si on démissionne intellectuellement du devoir qu'on doit aux Français, c'est-à-dire en un, la sécurité. Et ça, c'est pas un discours de gauche ou de droite. En un, la sécurité. Si je ne peux pas me rendre quelque part à minuit passé, autant que je change de pays. Mais est-ce que c'est qu'une question d'éclairage? Parce que, pardon, il y a plein d'endroits... C'est aussi une question d'éclairage, mais il y a quand même plein d'endroits où vous n'allez pas passer minuit. On est bien d'accord. On se dit pas, mais même nous, à Paris, quand on vit à Paris, on se dit, ah ben non, pas dans ce quartier, parce que bon, non, mais Pascal, ça craint. Je ne vais pas dire intuitivement, mais instinctivement. Si vous devez traverser un endroit, pour rentrer chez vous, vous avez le choix, un endroit plongé dans l'obscurité la plus totale et un endroit lumineux, à l'instinct, vous allez où Alors, voilà. Non, mais simplement, ce sont des enjeux qui doivent être déconnectés de l'idéologie. Parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle de sécurité, on tombe dans un discours d'extrême droite. Or, on sait très bien que ceux qui sont plus exposés à l'insécurité, ce sont les plus faibles, ce sont les classes sociales de base. Donc ça devrait ne plus être un sujet de discorde entre droite et gauche, mais un sujet d'union nationale. Et ce maire a une approche pragmatique, pas idéologique, et tout est comme ça. Oui, les caméras de surveillance sont utiles, c'est pas un débat droite-gauche, oui, c'est utile. Oui, l'éclairage public est utile. Hélas. Oui, hélas peut-être, oui, la présence policière est utile. Et si on en avait douté, regardez ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. J'ajoute, Pascal, que dans une ville comme Orléans, les gens ne prennent pas le taxi. Ils prennent les transports en commun ou ils rentrent à pied. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une ville non, mais c'est une ville à taille humaine. Oui. Donc on ne prend pas un taxi comme on prend un taxi à Paris, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous avez raison. Il y a d'autres villes qui ont fait cette expérimentation d'éteindre l'éclairage la nuit, toujours pour des questions de facture, notamment au moment, et c'est toujours extrêmement cher, où, souvenez-vous, le prix de l'électricité explosait. Donc les maires cherchaient des solutions pour réduire la facture pour les administrés. C'était le cas par exemple dans les Hauts-de-Seine de Gennevilliers qui avait partiellement revu sa copie. En janvier 2023, la ville éteignait son éclairage entre 1h30 du matin et 5h, 2h30 le week-end. Tout ça en laissant le dernier métro. C'est-à-dire que jusqu'au dernier métro, il y avait de l'éclairage. L'expérimentation a duré 5 mois avec à la clé de réduction de la consommation d'électricité, de la facture. Mais le maire a préféré quand même écouter l'inquiétude des habitants. Donc ça revient à ce que vous disiez peut-être, Éric. Parfois, il faut savoir mettre de l'argent où il faut pour assurer la sécurité des citoyens. Pour résumer, c'est surtout dans la tête de certains dirigeants qu'il faut rallumer la lumière. Quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est pas mal. Plutôt que dans les rues, ou les deux. Oui. Non, mais on va en parler de toute manière des politiques dans la deuxième partie de cette émission. Parfois, on se demande nos politiques s'ils ne marchent pas un peu sur les bases de la politique, Pascal, c'est quoi? On l'oublie, c'est d'écouter les gens. En fait, ça devrait être tout le temps ça, la politique. Transformer de manière technique, pragmatique, et matériel, si j'ose dire, les souhaits et les désirs des gens. Oui. En fait, ça devrait être ça. Non, mais je suis d'accord. Je vais vous donner quand même encore ce chiffre. 80% des maires éteignent l'éclairage public après 22 heures. 80% après 22 heures. 22 heures, c'est assez tôt. Hein. Voilà. Donc, bon, peut-être que... Moi, je regrette que ça peut faire bouger les lignes. C'est une forme de discrimination parce que
principalement, ce sont les femmes qui renonceront à sortir. Oui, bien sûr, mais même les hommes, vous avez non, mais les hommes, c'est quand même un cas un peu différent. Jamais j'ai entendu, par exemple, de proposition des wagons de métro réservés aux hommes. Vous savez que c'est une proposition qui revient de temps en temps. On veut réserver des wagons. Et on en a parlé ici. Donc elles sont beaucoup plus exposées. Donc quand vous éteignez la lumière, vous établissez de fait une discrimination entre les hommes et les femmes, parce que les femmes, par réflexe, diront « moi, je ne sors pas après 22 heures dans une zone plongée dans l'obscurité ». Donc c'est tout à fait injuste. Voilà, 80% donc des maires éteignent l'éclairage public. Pourquoi ? Parce que les économies, je vous le disais, parce que ça réduit le gaspillage énergétique, on est aussi dans cette dynamique, parce que la lumière nuit à la biodiversité la nuit. Cher Eric et cher Yann, vous qui aimez tant les animaux, vous savez, ça nuit à la Pascal, il faut arbitrer. dans les villes qu'on a tous côtoyées quand on était enfant, on peut facilement s'apercevoir, hélas, que les parcs qui étaient tranquilles, où on pouvait aller lire ou même parler tard le soir avec des amis, sont devenus, dans beaucoup de cas de figure, des points de drogue et de deal. Donc, vous voyez, il y a des endroits paisibles qui sont devenus des endroits dangereux. Si ces endroits ne sont pas éclairés la nuit, de toute évidence, ça va être des points de circulation de la drogue. La drogue est le problème numéro 1. Et j'adore le dernier point quand même, pourquoi les maires laissent l'éclairage public la nuit, après toutes les raisons que j'ai évoquées la dernière, parce que le ciel étoilé devient un statut touristique. C'est beau le ciel étoilé. Il y a aucune... Non mais la poésie est très belle. La poésie est très belle. C'est pas oui, Vous savez qu'il n'y a quasiment plus un seul endroit dans le monde, à part certains sites réservés aux astronomes, où on peut voir le ciel sans pollution lumineuse. Oui. Ça n'existe quasiment plus. Exactement comme il y a quasiment plus d'endroits dans le monde où vous pouvez entendre la nature sans entendre une sorte de bourdonnement dû à la civilisation. Les endroits vierges sont rarissimes. Ouais, Et Pascal, vous êtes notre plus belle étoile. Oh, mais c'est gentil ça. Vous brillez de jour comme de nuit. Oh, j'en ai de la chance, hein. Vous avez vu, j'en ai de la chance. Allez, autre sujet, je suis sûre que ça va vous passionner. Peut-on rire de tout ? Ah bah oui. Alors là, peut-on rire de tout ? J'aimerais bien que vous réagissiez également chez vous. Hashtag Paya. C'est cette phrase de Gad Elmaleh qui nous a interpellés. Gad Elmaleh qui explique qu'aujourd'hui, Chouchou, si on devait refaire Chouchou, son personnage que vous connaissez, ça ne serait pas possible de refaire Chouchou. A-t-il raison, a-t-il tort ? Je voudrais qu'on regarde cette vidéo, on en parle juste après. Je pense que ça ne m'amuse pas de parler de tout. Je pense que ma vision, moi, de l'humour, c'est de jouer avec le fait que comme on ne peut pas dire tout, alors on tourne autour et on trouve des chemins. Si je disais, non, je dis tout, moi, je n'ai pas de barrière, je serais sur France Inter. Je n'ai pas de tabou, c'est même pas vrai, c'est pas vrai. Comme disait Chouchou. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas de tabou. Je ne sais même pas si on pourrait faire Chouchou aujourd'hui. C'est vrai ? Je crois que ça aurait été très délicat, la perception n'aurait pas été la même aujourd'hui. Vous le referiez pas aujourd'hui, Chouchou ? Mais pas pour les mêmes raisons. Je le referai pas tout simplement parce que ça y est, je l'ai fait, ça a été un personnage fort, mais je crois que de l'aborder aujourd'hui, j'aurais à me justifier. Alors, non mais c'est une vraie question ça, parce que je pense que ce n'est pas le seul humoriste qui pourrait tenir ce genre de propos. Je crois. Je vous le dis. Alors, nous nous sommes posé la question et nous allons en débattre. On a plein d'extraits à vous montrer. Question. Je ne sais pas si on pourrait faire Chouchou ou refaire Chouchou aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Gad Elmaleh chez nos confrères de RTL. Question. Peut-on encore, et on a mis encore entre parenthèses, rire de tout ? Suspense. Et la réponse après la pub. A tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur C8 ce vendredi soir. On est très heureux d'être avec vous, toujours avec Eric Nolot, avec Alex, avec le public, avec vous qui nous regardez. Si vous n'étiez pas là au début de l'émission, je voulais vous remercier parce qu'on a fait une semaine record et c'est grâce à vous, je le redis, pour ceux qui nous rejoignent sur C8. Merci, merci, merci. Est-ce qu'avant... Est-ce qu'avant de lancer le deuxième débat, on peut répondre à une question ? Pourquoi il y a un matelas au pied de certains téléspectateurs spectateurs. Alors non, vous voulez que je vous dise, ce n'est pas un matelas. Il y a un lit. Non, c'est une estrade parce que pour TPMP, il y a une personne en situation de handicap qui a un fauteuil et qui participe à l'émission. Et donc, il faut rehausser le fauteuil, voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite estrade. Ce n'est pas un matelas. Parce que toutes les émissions n'ont pas ce soin. Non, c'est le vendredi. C'était PMP ouvert à tous. Voilà, je vous explique Magnifique. tout. Voilà. C'est ça. Non, mais on peut critiquer TPMP. Beaucoup ne se gênent pas pour le faire. Il n'empêche que lorsqu'on regarde TPMP, on s'aperçoit, et je le dis sans démagogie,
que toutes les classes de la société, toutes les couches de la société sont représentées. Oui, exactement, exactement. Et c'est la seule émission à ouvrir ses portes aux personnes en situation de handicap. Hein. Bravo. Tous les vendredis. Donc on peut applaudir très fort. On peut applaudir très fort. Alors, les amis, de quoi parlons-nous? On va parler. Restez avec nous, surtout ne bougez pas, parce que tout à l'heure, on va parler des politiques sont-ils déconnectés? On a des pépites. On a retrouvé des pépites, des déclarations de politiques. Je pense qu'on va se régaler. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, nous étions en train de réagir à cette déclaration de Gad Elmaleh. C'était chez nos confrères de RTL. Que dit-il? Je ne sais pas si on pourrait faire chouchou aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. D'où cette question, peut-on encore rire de tout? Attention, suspense, vous aussi chez vous, vous pouvez réagir. Voilà, voilà. Mais enfin, je pense que... Enfin, je ne sais pas qui pourrait dire oui aujourd'hui, franchement. Qui aurait l'honnêteté en regardant droit dans les yeux la personne en lui disant oui, on peut rire de tout. En fait, on peut. Moi, je vais un peu atténuer mon nom parce que je crois qu'on peut. Mais Eric va commencer. Ah bon? Oui, je pense qu'on peut. Ah, vous faites un petit teasing sur votre réponse? Non, je mets un bémol au non parce qu'ici, on est obligé, c'est le jeu, hein, je l'accepte, de dire oui ou non. Oui. C'est plus complexe. Oui, c'est plus complexe. On peut rappeler certains faits. Oui. Par exemple, il me semble que le massacre de Charlie Hebdo est une preuve, hélas terrible, tragique, qu'on ne peut pas rire de tout. Et ça continue, les menaces continuent. Chaque fois qu'il y a une problématique, en général autour de l'islamisme de Charlie Hebdo, ils reçoivent des menaces. Moi, j'ai fait une interview de Didier Bourdon, vous savez, oui, bien sûr, les inconnus. Un génie. Qui est un génie. Voilà. Un génie. Pour moi, c'est un génie. Ah, mais Didier Bourdon, c'est un génie. Non, mais les autres sont bons. Mais Bourdon, c'est vraiment un génie au sens strict. Inouï. Et évidemment, dans l'interview, le vieux serpent de mer, pourquoi les inconnus ne se reforment pas? Mais il m'a dit ça, qu'en fait, Bernard Campan dit que si les inconnus revenaient sur scène, il aurait peur des conséquences. C'est-à-dire qu'il aurait peur pour sa sécurité. C'est pas qu'il n'a pas envie de reformer le trio, c'est qu'il se dit aujourd'hui, des tas de choses que nous disions à l'époque, nous ne pouvons pas les dire aujourd'hui. Et alors ça, c'est des cas extrêmes, mais du tragique. Mais vous avez remarqué que maintenant, nous vivons dans un monde qui connaît une nouvelle pandémie, c'est la pandémie de susceptibilité. C'est-à-dire que dès que vous dites quelque chose, ça vexe quelqu'un, ça pose problème à quelqu'un. Si par exemple, prenons dans le cas de Chouchou, si vous jouez un homosexuel mais que vous ne l'êtes pas vous-même, c'est de l'appropriation culturelle. Si vous je sais pas, prenez n'importe quel personnage et que vous n'êtes pas vous-même représentatif, c'est un problème. Donc en fait, ça peut être une manière de pourrir n'importe quelle carrière, ou pire, dans le cas de Charlie ou de ce que redoute Bernard Campan. Donc je pense qu'en effet, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est le mot clé de l'époque, nous sommes dans une période de régression. Nous avons connu, pour les gens, Yann est un tout petit peu plus jeune que moi, mais nous avons connu une période d'expansion de la liberté d'expression. Nous sommes en pleine régression de la liberté d'expression. Yann. Je suis d'accord à 99,9%, peut-être même un peu plus. 99,94%. Il y a un gros problème avec l'humour aujourd'hui, c'est que les gens modifient les règles du jeu lorsqu'un humoriste ou quelqu'un qui fait de l'humour fait montre d'une liberté d'expression. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens susceptibles d'être vexés, gênés, humiliés par la vanne, la blague, la saillie, arrachent le contexte, la phrase de l'écosystème humoristique pour en faire quelque chose d'extrêmement sérieux qui aurait pu être dit de manière totalement autorisée devant un public complètement sec et pas du tout dans un spectacle d'humour. Donc en fait, la phrase est transplantée dans un autre univers et tout d'un coup, elle perd tout ce qui fait d'elle sa folie artistique, c'est-à-dire l'humour. Et il y a autre chose que je voulais dire, c'est que on peut s'en sortir. Mais alors l'humour devient non pas une liberté d'expression, mais devient quelque chose d'extrêmement clandestin qui consiste à comprendre où sont les trous dans la raquette pour essayer de s'immiscer dans les mailles du filet, comme l'eau dans les interstices, si vous voulez, et essayer de percuter de temps en temps à coups d'étincelles des anfractuosités vierges où on se dit « tiens, là, je vais essayer de me frayer un passage ». Mais si vous voulez, avant, l'humour tombait comme un gros bloc sur la société, aujourd'hui, il est obligé de s'infiltrer de manière sourde et venir faire son travail de subversion de manière, j'allais dire, maligne. Parce que l'humour, normalement, c'est de la subversion. Et je vous dis ça parce que lors d'un procès récent, un avocat de la partie adverse d'un procès dans lequel j'ai cours, enfin je suis engagé, a utilisé des phrases
de Les Valseuses, comme si ces phrases avaient été prononcées en vrai par Gérard Depardieu en 1973. Mais voilà ce qu'il a dit. Vous vous rendez compte, c'est inadmissible. Incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Eric est vrai, mais c'est encore plus grave, si j'ose dire, c'est que non seulement on ne peut plus rien dire parce que ça vexe les gens, mais on ne peut plus rien dire parce qu'on oublie le contexte dans lequel c'est dit. Donc on fait comme si des personnages avaient vraiment existé. Là, il ne peut plus faire chouchou. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça vexerait beaucoup de gens, mais parce que on ferait comme si le personnage existait en vrai. Et cette possibilité de s'injecter ou de se propager ou dans un univers de fiction est complètement niée et on fait comme si tout était réel. Écoutez ce que disait Elie Semoun, qui a aussi été interrogée à ce sujet. Moi, je pense que oui. On peut rire de tout dans le cadre d'un spectacle. Après, on peut peut-être pas rire de tout sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, etc. Mais demandez à Philippe Cavrivière, demandez à Laurent Ruquier. Oui, moi, je pense qu'on peut rire de tout avec intelligence et respect. Ce qu'il dit est vrai et faux. C'est-à-dire que je redis que les gens font comme si c'était pas à l'intérieur d'un spectacle, mais comme si c'était dans la vraie vie. Et il donne l'exemple de Cavrivière et d'un ou deux autres. Cavrivière a d'ailleurs beaucoup de talent. Parce que, exactement comme Michel Houellebecq est devenu institutionnalisé par le système et que Houellebecq a donc le droit de choquer de manière institutionnelle, il en faut un. Eh bien, de même qu'on avait peut-être un Coluche, peut-être que Cavrivière a été identifié comme les gens, comme celui qui avait le droit de dire les choses choquantes. Lui, il est identifié comme une sorte d'entité qui a le droit de tout dire, ce qui neutralise sa subversion par ailleurs. Mais par contre, il sera le seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, ça va parce qu'il a été identifié comme celui qui avait le droit de le faire. Non, moi je ne suis pas d'accord avec Elie Semoun parce que au bout d'un moment, et d'un très bref moment, la censure est remplacée par l'autocensure. Les gens savent très bien. Ça, c'est vrai. Ils savent très bien de qui on peut se moquer, de qui on ne peut pas se moquer. Vous pouvez. Alors, il y a parfois un ou deux kamikazes. Enfin, ils sont très rares, les kamikazes. Ensuite, il y a deux choses qui aggravent, selon moi, la situation. Nous parlions tout à l'heure des personnes en situation de handicap. Quand un acteur valide interprète une personne en situation de handicap, il y a parfois des protestations. Elles ne viennent jamais des handicapés. Elles viennent de la bien-pensance, des bonnes âmes qui disent c'est scandaleux, vous n'êtes pas en situation de handicap. Voilà. Parfois, les personnes en situation de handicap sont les premières à rire. Mais vous avez des gens, des censeurs, des commissaires politiques qui font la police au nom, et d'ailleurs c'est assez méprisant, au nom de ces personnes en handicap. Et moi, là où je leur en veux beaucoup, je vais vous citer quelque chose qui m'est arrivé hier. Je suis allé voir une pièce dont les deux personnages fictifs, donc, sont juifs et un est homosexuel. Eh bien, malgré moi, j'ai eu des pensées parasites en me disant, mais est-ce que eux deux sont vraiment juifs ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des juifs qui interprètent des juifs ? Et est-ce que le personnage qui est homosexuel est vraiment homosexuel ? Alors que normalement, je m'en fous. Mais on vit sous une telle pression idéologique que je suis quand même sujet à ces pensées parasites. Ça revient à ce que vous disiez sur les valseuses. Mais oui, incroyable. ils nous gâchent le plaisir. Alors que, non, mais les valseuses, on peut juger les propos scandaleux ou absolument normaux, mais se réclamer de personnages fictifs pour accabler une personne dans la vie réelle, c'est la hallucinant. confusion. Et on en vient, si vous le permettez, je voudrais juste, et après vous allez pouvoir réagir, à voir des humoristes qui s'excusent. C'était le cas de Michel Leb, qui a fait un sketch sur les Africains, un sketch sur les Chinois, qui a beaucoup fait rire à l'époque, et qui aujourd'hui ne fait plus rire du tout. Eh bien, il en est venu à s'en excuser. C'était sur France Inter. C'était complètement quelque chose qui nous a fait, qu'on a fait sans réfléchir, quoi. Je suis entièrement d'accord sur le fait que j'ai pu faire du mal et je le regrette profondément qu'à ce moment-là j'ai pu choquer et faire de la peine. Aujourd'hui, je m'en veux terriblement. Il s'en veut d'avoir fait de la peine. Il a tort. Oui. Il a doublement tort. D'abord, il a tort. Il ne faut jamais s'excuser. Sauf si aujourd'hui, par exemple, il faisait ce sketch, on se dirait mais il est fou, quoi, parce que la société a changé. Donc là, il devrait s'excuser si ce sketch avait 15 jours. Mais dans l'époque où il a fait ce sketch, on peut le regretter. Le sketch était un des plus populaires de son répertoire. Faisait rire tout le monde, et sans doute même quelques Africains, c'est possible, je n'en sais rien. Mais je veux dire, ce qui est grave, c'est pas le sketch en lui-même, c'est de faire comme si le sketch datait d'avant-hier. Parce qu'il y a évidemment des époques où on peut dire des choses, la société évolue, et à rebours, la société dit on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, très bien. Mais présenter des excuses pour ce qu'on a été, sachant que toute l'époque était comme ça, c'est comme si Hergé avait dû présenter des excuses pour Tintin au Congo, à une époque où Tintin au Congo, c'était vraiment la norme. Donc, c'est comme si, par exemple, des gens venaient de l'Antiquité pour présenter des excuses du fait qu'ils avaient été homosexuels,
mais ils auraient dû présenter des excuses en 1952, sachant que maintenant l'homosexualité n'est pas redevenue une norme, mais est devenue quelque chose de tout à fait normal. Donc en fait, si on fait du ski nautique derrière la mode des époques, on n'en finit pas. Donc Michel Leb devrait aussi demander des excuses pour l'élection de Mitterrand, pour les années SIDA, pour la mort de Daniel Balavoine, pour l'accident de moto de Coluche, pour le krach boursier de 1987, pour la guerre du Golfe. Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Un humour, l'humour est le diapason d'une époque, l'expression d'une époque. Et quand on voit le sketch de Michel Leb, on ne dit pas le sketch est nul, on dit heureusement qu'on ne vit plus en 1982. Non mais l'humour et l'art en général, parce que quand on Bien demande sûr. aujourd'hui l'interdiction de Tintin au Congo, c'est absolument absurde. De même que l'antisémitisme, c'est pas la même chose d'être antisémite aujourd'hui qu'à la fin du 19e siècle. C'est passé des choses entre les deux qui rendent l'antisémitisme... Donc aujourd'hui, l'antisémitisme est plus grave. Non, 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 non. Oui, Ça a toujours été grave, l'antisémitisme. Bien mais sûr. c'est Mais conscient. on sait ce qui s'est Là, passé, en revanche. Là, ce serait Ouais. conscient. C'est comme si, par exemple, si vous enseigniez Mein Kampf dans les écoles, indépendamment de ce qui s'est passé, ça n'a aucun sens. On ne peut plus faire ce sketch-là aujourd'hui, Michel Leb. Tant mieux, mais on ne peut pas présenter des excuses pour un sketch qui date des années 80. Ça n'a pas de sens. C'est mettre des lunettes d'hier pour comprendre aujourd'hui. On peut mettre des lunettes d'aujourd'hui pour comprendre hier, mais pas mettre des lunettes d'hier pour interpréter aujourd'hui. On peut arrêter l'émission si on n'ira pas plus haut. Oh là 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 là. Écoutez, encore peut-être une réaction. Gilles-William Golnadel, c'était sur CNews hier soir à propos de Peut-on rire de tout ? Écoutez. J'ai revu il y a 2 jours Les Bronzés. C'est l'humour. Ouais. C'est un humour totalement libre de tout. Il n'y a pas de code, il n'y a pas d'obligation d'être féministe, antiraciste, parce que ça plaisante aussi bien sur les gonzesses. Hein. Et ça, je pense que Les Bronzés, on ne le referait plus aujourd'hui. Les Bronzés, on ne le referait plus aujourd'hui. Mais... Alors pourquoi les Bronzés ? Parce qu'évidemment, avec le départ de Michel Blanc. Mais c'est vrai que les Bronzés aujourd'hui, peut-on le refaire ? Eric a La dit... moitié du cinéma français serait cancélisé, c'est pas possible. Mais en même temps, on retourne sur le raisonnement de Yann tout à l'heure. C'est vrai que si on regarde Les Bronzés à partir d'aujourd'hui, oui, il y a un décalage. À l'époque, ça ne nous paraissait pas quelque chose de subversif, ça paraissait tout simplement marrant. Mais c'est vrai que je reviens à ces pensées parasites, on ne peut plus regarder un film sans se demander si on pourrait le tourner aujourd'hui. Mais Eric a dit le mot peut-être, et je te retourne le compliment Eric, le plus important du débat, le mot autocensure. Si Chouchou ne peut plus se faire aujourd'hui, c'est parce que les distributeurs se diraient « Ah non, ça va me retomber dessus, je préfère pas ». Le producteur va dire la même chose. Donc en fait, il y a une chaîne d'autocensure qui fait que même si on pourrait imaginer qu'un public serait là pour acclamer un film, le processus d'autocensure est tel que de toute façon le film n'aurait pas lieu. Autre question aujourd'hui qu'on a choisi de se poser, c'est les politiques sont-ils déconnectés ? Ce qui nous a interpellés, ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui, dans le contexte que nous traversons tous, je ne vous raconte pas l'actualité, vous la suivez tous, a décidé de se battre pour une cause noble, une cause forte. Il faut qu'Émilie Paris reste à Paris. In Paris. Non, reste à Paris. Il y a eu un échange d'ailleurs avec le maire de Rome qui lui a dit « Dites-moi, monsieur Emmanuel Macron, parce qu'Émilie risque de partir à Rome. Dites-moi, Emmanuel Macron, vous êtes sûr que c'est vraiment le plus important aujourd'hui, ce qui est en train de se passer ?» Voilà. Donc du coup, nous nous sommes posé cette question et on a trouvé des pépites sur nos politiques. Ah. Sont-ils vraiment déconnectés ? Bien, on a plein de petits extraits à vous montrer. Mais d'abord, nous allons voter. On va faire les choses différemment aujourd'hui. Nous innovons. D'abord, notre réponse. Les politiques sont-ils déconnectés ? C'est la question à laquelle nous répondons et à laquelle vous pouvez réagir chez vous. Attention, suspense. Surprise. On a tous dit oui. Surprise. Non, on a tous dit oui. Ah non, mais attendez, on dit un mot d'Emmanuel Macron dans le contexte ? Oui. Non ? Non, mais c'est un cas très intéressant. Après, pour moi, quand même, le cas le plus intéressant de déconnexion, c'est Mme Castet. Ah. Elle croit encore qu'elle est Premier ministre. Voilà. Regardez, alors qu'elle ne l'a jamais été. Non, mais ne dites rien. Alors Lucie Castet, bon, vas-y, allez-y, Eric. Non, là, pour moi, c'est le cas de déconnexion. Mais il y a une série qui se prépare, Lucine Matignon. Oui, mais c'est ça. Oui. C'est ça. Elle vit dans une fiction. Donc, c'est un cas de déconnexion suprême. Alors, le cas de Emmanuel Macron est passionnant. Parce que une des caractéristiques de M. Macron, c'est qu'il pense qu'on peut remplacer la réalité par le discours. Donc, le soir des Européennes, il a dit « La réalité est insupportable, vous allez revoter, et cette fois-ci, votre vote va correspondre à ma réalité. » On connaît la suite, bon voilà. Donc, s'il s'accroche à Émilie Paris, c'est normal. Il veut remplacer la réalité par sa fiction, par son simulacre. Bon. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans Émilie Paris ? C'est un pari
irréel, c'est-à-dire c'est tellement propre qu'on peut manger un croissant par terre, évidemment il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'éclairage la nuit. Évidemment y a pas de drap. À la bougie. Il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas de saleté. La réalité de Paris est un peu différente. On slalome entre les surmulots, on dit plus les rats maintenant, etc., dans le noir, ce qui n'est pas très très marrant. Et ensuite, vous aurez remarqué que les installations des Jeux Olympiques ne sont toujours pas démontées. J'aime ton expression de boulon par boulon. Boulon par boulon, ils font ça avec une minutie admirable, mais peut-être un peu excessive. C'est la seule fois de toute l'histoire de l'humanité où on met plus de temps à démonter quelque chose qu'à le monter. Oui, la place de la Concorde est toujours défigurée. Donc en fait, Emmanuel Macron, lui, est un président fictionnel, c'est-à-dire il vit dans un monde parallèle, donc il se retrouve parfaitement dans cette série. Il a raison de s'y accrocher. Bon, est-ce que vous voulez quand même un petit extrait sur les politiques? Attendez, parce qu'il y a Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que lui. Ah ben non. Nous avons retrouvé des extraits de monsieur Jean-Luc Mélenchon. Nous allons vous passer 10 vidéos. Alors Jean-Luc Mélenchon qui avait aussi fait polémique, cette affaire, souvenez-vous, on est en 2017. Quand il était parti en classe affaires pour se rendre à La Réunion. Vous savez combien ça coûte la classe affaires en avion? Tapez, regardez, essayez d'acheter un billet classe affaires. Voilà. Ça m'intéresserait de savoir. Ah ouais, il avait été interrogé à RTL à ce sujet, puis écoutez sa réponse. Certains ont découvert que vous voyagez en business ou en première dans l'avion de retour à La Réunion quand des députés femmes, Mathilde Panot et Daniel Obono, qui vous accompagnaient, étaient en classe économique. Je vous pose la question parce que, oui, Jean-Luc Mélenchon, ça peut surprendre certains. Mais oui, mais bien sûr, c'est un débat de fond. Qu'est-ce que je foutais là? Non, c'est pas un débat de fond. Mais vous me faites rire, vous cherchez tous les... Ça peut étonner. Ça peut étonner, évidemment, comme vous le répétez, votre collègue déjà de France Info l'a fait. Alors écoutez, je vais répondre en un seul mot. Chacun d'entre nous a payé sa place d'avion et évalué la dépense qu'il voulait faire. Chacun d'entre nous paye sa place d'avion, d'accord? Donc moi j'ai évalué, compte tenu des expériences lombaires malheureuses que j'ai fait en classe économique, que je ne pouvais pas m'offrir le luxe de me faire démolir physiquement 3 jours avant une manifestation. Alors ça l'a un petit peu chauffé, vous allez voir, il s'est emporté, c'est-à-dire que le taux est en train de monter. J'apprécierais que les mêmes qui s'intéressent à mes places d'avion se soient intéressés à savoir ce que j'ai foutu à La Réunion et quelle est la situation. Les mêmes n'en ont pas dit un seul mot. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste? Est-ce que vous le comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'on vous déteste. Parce que vous êtes mesquin, mais oui, mais on croirait, vous savez, que je suis allé en classe affaires pendant que les autres étaient condamnés. Non, chacun a choisi, d'accord? Moi, je ne peux pas faire autrement, pour des raisons qui m'appartiennent. Je ne suis pas obligé de vous raconter ma vie. Mais pourquoi vous me cherchez sur un sujet pareil? C'est stupide. Ah, j'adore. La classe affaires, c'est à peu près 5 fois le prix d'un billet classique. Je connaissais le duc des Lombards, je ne connaissais pas le duc des Lombards. Mais... On en apprend tous les jours. Non mais attendez, avouez. Franchement, Jean-Luc Mélenchon. Non, Jean-Luc Mélenchon, quand il voyage au nom de la France Insoumise, il paye sa place. Oui. Non. Oui. On peut répéter cette phrase en essayant de pas rire. Moi, j'y arrive pas. Ça me fait rire. Bien sûr que c'est les filles qui payent la place. Oui. Et les autres ont choisi, mais alors volontairement, d'aller en classe éco, comme tout le monde. Ouais, c'est marrant, c'est sympathique. C'est marrant, oui. Non, mais incroyable. Yann. J'ai pas grand-chose à dire en fait sur ce sujet parce que je vais vous dire une chose. J'aime beaucoup venir dans cette émission. Vous savez que j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, à retrouver le public. Mais il a toujours quelque chose à dire, Yann, je vous rassure. Non, mais c'est pas ça. Mais j'attends la chute. En fait, j'ai décidé, mon cerveau a décidé de se déconnecter de tout intérêt auprès de l'être humain sus-dénommé Mélenchon Jean-Luc. C'est-à-dire que mon cerveau a décidé de faire une grève du neurone et j'ai décidé que plus jamais mon système cérébral ne s'attribuerait une fraction de seconde de plus pour réfléchir à un cas qui me semble désespéré, désespérant, navré, navrant, déprimé, déprimant. Jean-Luc Mélenchon, pour moi, cérébralement, de mon point de vue, je veux dire symboliquement, je ne souhaite pas sa mort comme avec Caron, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour moi, on n'avait rien dit du tout. Il est mort. C'est-à-dire que mon intellect, mes yeux, mon système nerveux, plus jamais ne s'intéresseront à cet être humain à qui je souhaite une bonne fin de vie. Quand je pense... Non mais, quand je pense que c'est moi qui ai écrit un pamphlet contre Jean-Luc Mélenchon, j'aurais dû te demander de faire la préface. Oui, mais le livre aurait été trop... Non, mais ce qui est intéressant dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, alors là c'est la mauvaise foi totale, mais c'est qu'en effet la déconnexion prend parfois des valeurs quand même plus tragiques. Parce que là... c'est un sujet de rigolade. Bon, évidemment... non, mais franchement... Non, mais comme les partis le sont leader quand même... de la France Insoumise qui vous dit « Attends, j'ai mal au lombaire, la oui, non, mais business. » surtout qu'en effet, c'est les filles qui a payé son billet et que comme les partis sont financés avec nos impôts, et donc nous qui avons payé le billet de Jean-Luc... la classe affaires. Mais c'est vrai. Non, mais il faut le dire quand même. Bon, les affaires, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Donc...
En fait, quand vous prenez les discours de Jean-Luc Mélenchon sur une période très courte, les 15 dernières années, il a vraiment dit tout et le contraire. C'est-à-dire, par exemple, Maastricht, à l'époque, il disait, mais ceux qui votent pour Maastricht, contre Maastricht, n'ont rien compris, c'est le vent de l'histoire. Maintenant, il veut sortir de l'Europe. Tout est comme ça. Le discours sur l'islamisme, les femmes voilées, c'est scandaleux, c'est obscène. Maintenant, il défile avec la fine fleur de l'islamisme. Donc, ce côté déconnecté, c'est-à-dire de croire que les gens, en fait, ne vont pas relever ces contradictions, ça prouve bien qu'ils vivent dans une autre dimension. Après, la grande énigme, c'est de savoir comment se fait-il que tant de gens le suivent. Après le truc lunaire sur les lombaires, après avoir dit noir et puis maintenant dire blanc, et puis avoir dit blanc et maintenant dire noir, ça c'est très étrange. Donc la déconnexion paye parfois. C'est vrai que moi j'arrive à comprendre qu'on puisse suivre par exemple, comment s'appelle ce gourou de secte Raël. Oui, Raël, j'arrive à comprendre Raël. Oui. Il suffit d'être un peu obsédé sexuel, machin, on peut suivre Raël. Jean-Luc Mélenchon, je ne vois pas vraiment quelle est l'obsession qui peut aller avec une subordination, parce que la France est peut-être insoumise, mais c'est marrant à quel point tout l'entourage de Jean-Luc Mélenchon est soumis. Donc cette insoumission dans la soumission et cette soumission dans l'insoumission m'interroge. Ah, très bien. Vous savez quoi ? On va rester là-dessus. À tout de suite. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna, TPMP, évidemment, qui va revenir aussi sur Emmanuel Macron et Émilie in Paris. À tout de suite.